Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes sur le salon Batimat 2024 à Paris, porte de Versailles. Et avec mon invité, nous allons parler du bois, de la construction bois, mais du bois à l'extérieur. Et on va voir les bonnes pratiques tout simplement. Rodolphe Mauffron, bonjour. Bonjour. Rodolphe, vous êtes responsable construction bois à l'Union des métiers du bois, FFB. L'Union des métiers du bois, qu'est-ce que c'est ? C'est l'union au sein de la Fédération française du bâtiment qui rassemble tous les charpentiers et les menuisiers qui sont adhérents à la FFB. Et donc ça représente à peu près 9000 entreprises en France qui font tous les métiers de la charpente, construction bois, menuiserie extérieure, intérieur, agencement. Voilà, 9000 entreprises, ça commence à faire. Hein. Oui. On parle de quoi exactement quand on parle de bois à l'extérieur ? Alors, on va parler de tous ces ouvrages que l'on voit énormément se développer ces derniers temps, qui vont être les plattelages, par exemple le platelage autour de la piscine, mais aussi les plattelages qu'on va mettre sur les terrasses étanchées ou les balcons étanchés, les toitures terrasses étanchées, les passerelles, tout ce qui est structure en extérieur, donc ça peut être des passerelles, des structures pour des terrasses, aussi des balcons, les bardages, et ce qui s'est développé dernièrement, les éléments rapportés en façade. Voilà, les épines, les les brise-soleil, tous ces éléments-là. Ouais. Et ça, c'est du bois qui va rester exposé, on va dire, aux intempéries. Voilà. Et ça peut parfois poser problème si on n'a pas fait les choses correctement. Expliquez-nous le cadre et dites-nous, et après on verra, on rentrera un peu plus dans le détail. Alors, ces ouvrages se sont énormément développés et disons qu'il y a plus de 15 ans, il n'y avait aucun texte, aucun référentiel qui traitait de la salubrité de ces ouvrages-là. Et contrairement à ce qu'on pense, l'eau n'est pas l'ennemi du bois, c'est la rétention d'eau qui est un ennemi. Et donc, le bois peut tout à fait accepter de reprendre de l'eau en grande quantité dès lors qu'il va sécher. Voilà, c'est ça. Il y a un moment donné, il faut qu'il sèche. C'est ça. À un moment donné, il faut que ça sèche. Donc, il ne faut pas qu'il la retienne et il faut que ça sèche. Et donc, on a commencé par écrire dès 2010. C'est vraiment le premier document qui traitait un peu de ces ouvrages en extérieur. Un document qui s'appelle un fascicule de documentation qui est accessible auprès de l'AFNOR, qui va donner les grands principes de la durabilité des bois en extérieur. Et ces deux grands principes, c'est drainer, ventiler. Voilà. Alors, si je draine et si je ventile, j'ai déjà fait beaucoup. Voilà. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, c'est bien, mais il faut aller un peu plus loin. Comment on le fait concrètement dans chacun des ouvrages qu'on a cités précédemment. Voilà. J'ai une question avant. Moi, naïvement, je croyais que c'était aussi la qualité du bois, la classe du bois qui faisait sa résistance à l'humidité. Est-ce que c'est une réalité ? Sinon, vous avez raison. Oui, en fait, on a ce qu'on appelle des classes d'emploi qui correspondent en fait à des classes d'exposition du bois en extérieur. Et en extérieur, on va varier entre de la classe d'emploi 3.1, 3.2, 4 et 5. Alors 5, c'est tout ce qui est plongé dans l'eau, et on ne va pas en parler. On va se focaliser sur tout ce qui est entre 3.1 et 4. Et donc l'idée de tous ces référentiels qu'on a écrits, c'est d'essayer de ramener le plus possible les bois en classe d'emploi 3.1, 3.2 et éviter systématiquement le 4 qui cantonne un peu les essences naturellement durables ou systématiquement traitées. Et ça, c'est compliqué. Voilà, vous essayez d'élargir le champ, quoi, tout simplement. Exactement. On essaye de ramener les bois dans des classes d'emploi qui sont moins soumises à l'humidité grâce à ce drainage et à cette ventilation. Et ça permet d'utiliser plus d'essences de bois aussi, des essences de bois naturellement durables en 3.1 par exemple. Et surtout, ce que l'on souhaite faire, c'est augmenter la durabilité de ces ouvrages-là. Parce que force est de constater que parfois, au bout de 5 ans, ça devient moins durable. Bon, on arrive à 10, mais nous, ce qu'on veut, c'est montrer qu'on sait faire jusqu'à 50 ans de durabilité. Ça, c'est possible. Quand c'est bien fait, ça tient très bien. Quand c'est bien fait, c'est possible. Oui. Et il y a des ouvrages qui prouvent que normalement, il n'y a pas trop de soucis. Pas plus, en tout cas, que sur des bétons qui éclatent quand on parle de passerelle. Le problème n'est pas le matériau bois, le problème est la conception de l'ouvrage. C'est quoi un ouvrage bois tel qu'il soit on rentrera dans le détail un peu plus après. Mais vous avez parlé de drainage et ventilation. Donc, les grands principes, comment on fait ? Alors, selon les ouvrages qu'on a mentionnés tout à l'heure, on comprend bien qu'il y a des pièces de bois qui ne vont pas avoir la même épaisseur. Entre un bardage qui va faire entre 21 et 26 mm par exemple, ou une grosse poutre qui va servir à faire une passerelle,
évidemment, on n'a pas les mêmes épaisseurs de bois. Et là, du coup, on a des conditions d'absorption de l'eau qui ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est pour ça qu'on va découper beaucoup plus fin dans chacun des référentiels pour expliquer comment on va drainer des bouts de bois qui vont servir à une passerelle, ou comment on draine sur une passerelle, ou comment on draine l'eau sur du platelage. Plus mon bois est gros, plus il est épais, plus il y a de risques. Ah bah, plus il absorbe de l'eau, parce que c'est une éponge. Il faut penser que c'est ni plus ni moins qu'une éponge. Donc, plus votre éponge est grosse, plus elle va absorber de litres d'eau, et plus elle va mettre du temps à sécher. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle absorbe le moins d'eau et qu'elle sèche rapidement. Et qu'elle dessorbe, on appelle ça l'absorption et la désorption, qu'elle dessorbe rapidement aussi. Alors, vous nous avez apporté des images. Si on a bien posé le décor là, ou il y a des choses à ajouter? Je pense qu'on a bien planté le décor là. Oui. Alors, on y va. Vous nous avez apporté quelques images et puis je vais vous demander de nous les commenter. La première, qu'est-ce qu'on voit là? Là, c'est un développement fongique sur des lames de platelage. Manifestement, ça manquait de ventilation et de drainage. Les lames ne sont pas ventilées. C'est un gros problème sur les platelages, c'est que souvent ils ne sont pas ventilés. On ne peut pas enterrer le platelage, il faut qu'il y ait une ventilation en sous-face. Oui. Donc ça veut dire que si je fais une terrasse bois, il y a nécessairement une lambourde. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Hein, une lambourde ou alors ces petits plots qu'on voit sur lesquels on vient poser les... Oui, mais il faut surtout qu'il y ait une ventilation périphérique pour que ça ventile en sous-face. On ne peut pas considérer que c'est l'espacement entre les lamelles qui va suffire à faire la ventilation. Voilà. Il faut que ça se passe bien en sous-face. Oui. Et là, on n'a rien, on n'a pas d'espace. Et là, donc, on voit un développement fongique du champignon qui pousse sur la lame en bois. Mais on peut voir ça sur des lames en résine aussi. Du développement fongique sur des lames en résine, on en a vu aussi. Dès lors qu'il y a un confinement, on comprend bien qu'un confinement, de toute façon, dès qu'on ne ventile pas, il y a les champignons qui poussent, quel que soit le matériau. Tout de suite, la nature reprend ses droits rapidement. Alors, seconde photo. Là, c'est un bardage, c'est ça? Oui, c'est un bardage qui au-dessus, on voit une couvertine qui est mal superposée. Donc, il y a un écoulement d'eau qui se fait de façon continue et qui finit par tacher. Donc, on va dire que c'est plus un désordre esthétique, mais enfin, ça fait tache, ça fait moche. Oui, après, on a beaucoup reproché au bois de griser, de ne pas griser de manière uniforme ou autre. Et donc, ça, c'est... Pour l'image du bois, c'est pas très bon. C'est plus un désordre esthétique qu'un vrai sinistre, mais c'est nuisible en termes d'image. Et après, on attaque le matériau alors que c'est un défaut de conception, quoi. Allons-y sur la photo suivante. Là, c'est un poteau, c'est ça? Oui, ça, c'est un poteau. Faut vraiment arrêter de planter les poteaux dans la terre. C'est pas possible, ça. Je comprends pas qu'on en voit encore. Non, faut pas mettre les poteaux en bois dans la terre. Voilà. Faut même les décoller de la terre pour éviter le rejaillissement de l'eau sur le pied de poteau. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai une platine qui est trempée qui est dans du béton. Si vous voulez faire un truc très simple, vous prenez un gros tuyau de PVC, vous remplissez de béton, vous le faites dépasser de 10 cm, vous mettez une petite platine, voilà, c'est très simple. Et vous avez un poteau qui peut durer 50 ans en extérieur. Ça, un poteau qui est planté, c'est pas possible, c'est foutu. Ça, au bout d'un an, 2 ans, c'est... Voilà. Même si on avait l'habitude de les chauffer ou de rajouter des produits dont on... Il n'y a que quelques essences qui pourraient résister, c'est des essences exotiques. Donc il faudrait aller les chercher en Amérique du Sud ou en Afrique. Voilà, donc c'est pas la peine, c'est pas le but du jeu, c'est pas la peine. On sait très bien faire quelque chose qui peut résister en extérieur. Il faut arrêter de mettre les bouts de bois dans la terre. Voilà. Voilà, le message, c'est ça. Moi, c'est ce que je retiens. On ne met plus de poteaux dans la terre. Poteaux bois. Image suivante. Bon, là c'est pareil. C'était du platelage avec un bout d'escalier. Donc, très, très mauvaise fixation. On est fixé au bord des lames qui ont fini par pourrir. Un manque de ventilation. Donc là, il y a à la fois un problème de fixation, un manque de ventilation. Et j'ai pas pu reconnaître l'essence quand j'ai fait la photo. Je sais pas, franchement, je ne sais pas quelle essence c'était. Mais... c'est à la fois un manque de ventilation et un défaut de fixation. Voilà. Et c'est ce qu'on parlait, drainage, ventilation. La photo suivante. Alors là, il n'y a pas véritablement de sinistre. On ne voit pas sur la photo, mais en fait, il y a une casquette. Donc en fait, la façade est assez bien protégée. Ouais. Mais on voit qu'il y a une coloration qui est différente du fait du ruissellement de l'eau. Qui est dû à ces épines horizontales là. Donc il n'y a pas véritablement de sinistre, mais les gens peuvent trouver ça moche. Voilà. On a quelque chose pareil d'inesthétique qui nuit à l'image du bois en extérieur. Là, ce qui crée le problème, ce sont
C'est la variation de couleur en fait qui plaît pas forcément. Alors il y a des architectes qui anticipent cette variation de couleur et qui jouent avec et qui vont orienter les bois d'une façon différente ou d'une autre pour justement avoir des grisements qui sont différents. Ouais. Donc ça, quand c'est anticipé, c'est voulu, c'est bien. Ça fonctionne. Mais quand c'est subi, il y a des gens qui n'aiment pas. On peut comprendre que les gens n'aiment pas le bois grisé. À ce moment-là, il ne faut pas en mettre. Voilà. Et là, je rappelle juste qu'il y a une casquette qu'on ne voit pas sur la photo qui protège complètement la façade, parce que s'il n'y avait pas la casquette, les éléments horizontaux, eux, on voit bien qu'ils retiennent l'eau. C'est des éléments de rétention, et là il y aurait davantage de problèmes. Ça serait déjà pourri, ouais. La photo suivante, on va passer sur les bonnes pratiques un petit peu. Oui, alors bonne pratique, je suis allé relever, vous voyez un peu le décor en Suède. Neige. Voilà, c'est un pont qui a été fait en 2011 en bois. Donc vous voyez, il est toujours en très bon état. Et en fait, à l'époque, ils avaient déjà mis en place les préconisations qu'on a rédigées par la suite dans les documents qu'on va voir par la suite. Et donc on voit ce décollement, en fait, là, donc on voit le garde-corps qui vient se fixer sur le poteau. Et on voit que le tasseau du garde-corps n'est pas fiché dans le poteau, mais il y a un décollement avec une platine pour justement ventiler ce qui se passe dessous. Donc là, il n'y a pas de stagnation. Non, il n'y a pas de stagnation. Puis on voit un petit capotage sur la main courante qui évite justement le pourrissement de la main courante. Mais alors eux, ils ont choisi ça, mais on pourrait aussi penser, ne serait-ce que faire une forme de courbe sur la main courante. Il suffit de courber. Il suffit d'usiner en courbe, et ça fonctionne. Et l'eau ruisselle. Et à ce moment-là, vous n'avez pas de pourrissement. C'est le même principe que sur les pergolas qu'on voit malheureusement fleurir sur toutes ces constructions nouvelles où on met des pergolas en bois pour faire joli, pour habiller un peu ces nouveaux bâtiments, ces nouveaux immeubles. Et en fait, les solives qui sont posées sur la pergola n'ont aucune forme de pente. Et je peux vous dire que le dessus de la solive, en l'espace de 2 ans, c'est un nid de biodiversité. Vous avez des fleurs qui poussent, des oiseaux qui nichent. C'est une catastrophe et ça pourrit très rapidement. En 5 ans, il n'y a plus rien. Il suffit juste de faire une petite forme de pente pour que l'eau s'écoule sur le dessus, ce qu'on appelle un délardement dans le métier. Il suffit juste de faire ça pour que l'eau s'écoule et que ça ne pourrisse pas. C'est fini. Encore une photo, je crois. Voilà, donc une belle réalisation de poteaux qui forment garde-corps avec un capotage, puisque alors là, le bois par bout est vraiment... ça rentre directement, ça pénètre. Donc pensez à capoter tous les bois par bout. C'est pas possible de laisser un bois par bout comme ça exposé aux intempéries. Donc voilà, c'est architectural. Ça, vous gardez ça pendant 50 ans, ça pose pas de problème. Quoi. Donc on a vu un petit peu les problèmes que ça pose, les bonnes pratiques, mais on n'a pas tout vu. Et il y a un certain nombre de guides qui sont édités. Est-ce que vous pouvez nous les citer? Ah oui. Si vous les connaissez par cœur. Oui, bien sûr. Donc on a au départ, en 2010, on a écrit donc avec le FCBA, une commission de normalisation, ce fascicule de documentation sur la durabilité des ouvrages bois en extérieur qui donne les grands principes, là, drainer, ventiler. Il y a d'autres principes, il n'y a pas que cela, mais voilà. Et ensuite, on a décliné ces principes-là en détail dans les référentiels concernant chaque ouvrage. Donc généralement, ce sont les DTU, donc le DTU 51.4 pour le platelage bois, par exemple. Et après, il y a des guides qui sont faits très pédagogiques pour expliquer les DTU et apporter des images et apporter beaucoup plus d'explications qu'on ne peut le faire dans un DTU. Donc là, on va voir par exemple le guide de conception de réalisation des terrasses bois qui est fait par nos confrères de la FNB, Fédération Nationale du Bois, qui est très bien fait, qui vous explique parfaitement comment réaliser des platelages autour de la piscine. Voilà, pour que ça fonctionne, que ce soit bien drainé. Et que en plus, le guide est téléchargeable, c'est gratuit, donc voilà, on ne peut pas passer à côté. Il y a de nombreux guides, je ne sais pas si on va tous les voir. Il y a le revêtement extérieur en bois. Le calepin de chantier pour tout ce qui est bardage bois, qui est conforme au DTU 41.2 pour tout ce qui est bardage aussi, donc accessible gratuitement. Alors ça, c'est les dernières recommandations professionnelles qui sont sorties, c'est pour tout ce sont ces éléments-là rapportés en façade, que sont les épines. Les épines, les brises-soleil. Les brises-soleil, les garde-corps qu'on va rapporter en façade, qui n'ont d'autres fonctions souvent que d'être esthétiques. Alors quand c'est garde-corps, ça a quand même une fonction réglementaire, ou brise-soleil aussi, ça rentre dans le BBIOS, donc ça a une fonction réglementaire, mais sinon c'est souvent que esthétique. Et ce que l'on souhaiterait, c'est que ça dure quand même... ça dure plus longtemps un peu longtemps. Certains. Donc notamment, souvent les épines sont droites. Donc là, pareil, il faut un capotage. C'est ça, ouais. Ou les protéger ou un capotage. Ouais. Donc on donne tous les détails de conception. Voilà. D'accord.
Moi, je suis d'accord, mais où est-ce que je vais les chercher, vos guides? Alors, c'est vrai qu'ils sont un peu éparpillés C'est sur un les peu sites de tout le monde. éparpillé. Donc, on a condensé tout ça sur notre site qui nous appartient à Irabois, Irabois Publication, bois en extérieur. Tous les documents vont être là, en ligne, ceux-là plus d'autres. On a organisé au mois de juillet donc, la première journée du bois en extérieur à la FFB. Donc, il y a une centaine de participants qui étaient maîtres d'ouvrage, entreprises, bureaux d'études, pour justement, parce que tous ces documents que je viens de vous montrer ont été écrits ces 10 dernières années, ces 15-10 dernières années. Voilà, on s'y intéresse que depuis 10-15 ans. À l'écriture de ces référentiels, ouais. oui, parce que effectivement, avant, on n'en parlait pas. Avant, il n'y avait rien. Avant, il y avait quasiment rien, zéro. Donc, si je veux retrouver tous les ouvrages, tous les bons conseils que vous venez de nous donner, c'est Irabois, c'est ça? Voilà, Irabois, publication et bois en extérieur. Vous allez retrouver tout ce dont on vient de parler. Écoutez Rodolphe, merci. Je crois qu'on a fait un bon petit tour d'horizon. Merci d'être venu nous parler du bois en extérieur et surtout de la manière de bien faire et de la possibilité d'aller télécharger, de trouver toutes les informations et guides nécessaires pour bien travailler. Merci à vous. Une émission à retrouver sur notre site internet batijournal.com et bien sûr sur les sites de nos partenaires que sont le Codifab et en presse le magazine Woodsurfer. Merci à vous. Merci.